Le 14 octobre 2025, le port pensait être intouchable. Le réseau de défense autour de Novorossiysk s'élevait en couches successives et surveillait la mer avec une confiance absolue. Les forces nord-coréennes avaient encerclé le port et l'avaient rempli d'armes et de capteurs. Des lanceurs de missiles Panzer S-1 guidés par radar encerclaient les accès. Des canons de défense antiaérienne rapprochés AK-630 montés sur des supports étaient prêts à tirer jusqu'à 10 000 cartouches explosives par minute. Des drones Orion attendaient en alerte équipés de bombes de précision CAP-20 sous leurs ailes. Et au centre de tout cela, une frégate furtive montait la garde. Elle transportait 8 tubes de lancement verticaux chargés de missiles balistiques Pukakong 3, chacun capable de frapper des cibles à plus de 800 mètres. Les équipages s'entraînaient, les radars tournaient. Le port se sentait en sécurité. L'Ukraine n'a pas envoyé de destroyers. Elle n'a pas envoyé de sous-marins. Elle a apporté quelque chose de différent. Des drones AQ-407 et racés en ligne à seulement 50 pieds guidés par un radar de suivi de terrain et des cartes préprogrammées. Depuis le sud, 5 bateaux sans équipage Murafi perçaient des vagues de 6 pieds. 2 d'entre eux transportaient des ogives de 700 livres. Le troisième était un leurre conçu pour imiter un bateau de patrouille ami sur les radars. Haut dans le ciel, un Bayraktar TB2 évoluait à 27 000 pieds. Via une liaison Starlink cryptée, il repérait les cibles et coordonnait l'ensemble de l'opération pour l'équipe d'attaque. Cachée au sein de cette formation familière se trouvait une carte jamais jouée auparavant, une petite plateforme soutenue par les États-Unis, plus rapide, plus silencieuse, et invisible au radar, guidée par une intelligence artificielle embarquée et un système de navigation inertielle avancé. Elle n'était pas conçue pour la puissance brute, mais pour la précision. C'était son premier déploiement au combat. Elle ne cherchait pas à détruire la forteresse, mais à la démanteler charnière par charnière. Cette arme secrète pouvait-elle aider l'Ukraine à briser Novorossiysk à 4h30 du matin? Le port était calme. Sur le papier, c'était un centre logistique contrôlé par la Russie. En réalité, il abritait des actifs nord-coréens étroitement regroupés, des corvettes endommagées, des vedettes lance-missiles, des camions radars et des équipements de commandement mobile. C'était là qu'ils se cachaient, se réparaient et planifiaient les prochaines frappes. Ils pensaient être hors de portée. Ils avaient tort. Depuis l'ouest, 6 drones AQ-400 avançaient à environ 90 miles par heure, toujours à 50 pieds, au-dessus de l'eau, trop bas pour les radars longue portée. Depuis le sud, 3 bateaux Murafi 55 fonçaient vers l'entrée du port. 2 étaient entermés, un était le leur. Au-dessus d'eux, le TB2 suivait la cible principale, la frégate furtive nord-coréenne, avec ses 8 tubes de lancement verticaux Pukakong 3, un actif d'un demi-milliard de dollars à la fois une menace et une cible. L'attaque hybride fantôme allait commencer utilisant des processeurs de ciblage AI fabriqués aux États-Unis et des radars de suivi de terrain pour exploiter chaque angle mort du réseau de défense. À 4h35, le premier piège se referma. L'opérateur envoya le signal d'activation. 2 drones libérèrent des paquets de paillettes. Des milliers de fibres métalliques se transformèrent en énormes nuages radars fictifs. Sur les écrans russes et nord-coréens, on aurait dit que 2 drones géants avaient rompu la formation et foncé directement. 4 autres drones descendirent à 30 pieds rasant l'eau et se glissant derrière les falaises abruptes de granit de la côte de Krasnodar. Le Bayraktar TB2 continuait d'envoyer des coordonnées cryptées via Starlink. Son radar de correspondance de terrain cartographiait les lanceurs Panzer S-1 cachés près du port. Dans le centre de commandement ennemi, la confusion s'installa. Le radar Caster 2E2 identifia les drones volant bas comme des perturbations biologiques, des oiseaux déviés de leur trajectoire par le brouillard. Le tracker de cible 96 L6 repéra le bateau leur Murafi à 25 miles par heure avec une section radar d'environ 110 pieds de carré. Pensant qu'il s'agissait d'un bateau armé, la batterie côtière tira des missiles 357 E6E. Le leur disparut dans une boule de feu de 7000 degrés. Une coque en aluminium fut pulvérisée. Une colonne d'eau salée et de fumée de 20 pieds s'éleva dans l'air. Mais ce n'était jamais la véritable menace. L'éclair aveugla les capteurs pendant un instant. Un drone reçut des éclats et se désintégra en vol. Les autres continuèrent leur progression. À 4h37, les défenseurs avaient tiré 12 missiles et n'avaient abattu qu'un seul vrai drone, puis 20 l'onde électronique. Le système russe Kasuka-4 déclencha une impulsion électromagnétique focalisée
avec un rayon de 186 miles visant à aveugler tous les drones d'un coup. Les flux vidéo ukrainiens se transformèrent en parasites. Des lettres rouges clignotaient, signal perdu. Mais les cerveaux fabriqués aux États-Unis des drones Scythe étaient déjà passés en navigation inertielle. Pas de GPS, pas de liaison de données, seulement des gyroscopes et des cartes de terrain stockées. Un drone dévia se fixa sur l'émetteur et plongea. À environ 90 miles par heure, il percuta le camion radar portant l'antenne. La charge explosive pénétra le châssis, enflammant la pile à combustible. Le camion disparut dans une boule de feu orange. Les écrans s'éclaircirent. Le TB2 se reconnecta. 4 drones restaient. Le système de défense était blessé. L'attaque se poursuivait. Avant de passer à la phase finale, imaginons quelque chose de plus grand. Imaginez un sous-marin lance-missiles balistique nord-coréen naviguant lentement en profondeur, transportant des ogives capables de raser des villes. Pourrait-il vraiment défier la puissance navale américaine dans un combat en haute mer? Qui gagne? Commentez 1. Si vous pensez que la flotte sous-marine nord-coréenne est un challenger sérieux. Commentez 2 si vous croyez que les groupes de frappe de porte-avions et les sous-marins d'attaque américains dominent encore tous les niveaux de l'océan. Retour à Novorossiysk où la bataille est sur le point de basculer. À 4h38, la connexion Starlink était stable. Le brouillard électromagnétique se dissipa. La vidéo du TB2 redevint. En bas, le tableau aérien était chaotique, des traînées chaudes se croisaient, des écho-radars se superposaient, des cibles fictives proliféraient. Un drone Scythe rompit la formation et visa un Panzer S-1. Il volait à 92 miles par heure, à seulement 32 pieds, larga des leurres pour tromper les missiles à tête chercheuse thermique, puis plongea. Impact. Une charge explosive de 154 livres toucha la tourelle. Le jet de cuivre perça le blindage et enflamma le chargeur de munitions. La température dépassa 2800 de GF. Des éclats jaillirent jusqu'à 120 pieds. Une boule de feu s'éleva à 30 pieds. Les capteurs sismiques locaux enregistrèrent un tremblement de magnitude 2,1. Un autre lanceur était hors service. Les drones restants changèrent de cap immédiatement. À cet instant, 3 drones Orion Hunter décollèrent d'une base côtière. Ils étaient conçus pour chasser des cibles rapides et petites avec une vitesse maximale proche de 120 miles par heure. Chacun portait des munitions guidées par laser Cap 20. Un Orion se verrouilla sur la signature thermique d'un Murafi 55 évoluant dans l'eau froide. La signature était claire. Verrouillage confirmé. Une arme fut larguée. Le bateau avec une ogive de 700 livres fut touché directement. La charge explosa prématurément. Une colonne de feu et d'eau jaillit à 26 pieds. Des fragments de métal retombèrent. La moitié de la force de frappe navale disparut dans une seule explosion. L'opérateur dans le bunker ne paniqua pas. Il ordonna au dernier Murafi 55 de ralentir à 18 miles par heure. Il se glissa dans les creux des vagues, perturbant à peine la surface. Les 3 drones Scythe restants se mirent en mode furtif. Les gaz d'échappement furent dirigés vers le haut. La chaleur masquait les trajectoires de vol épousant les falaises pour brouiller leurs silhouettes infrarouges. Le Bayraktar TB2 stable à 27 000 pieds scanna à nouveau. Il repéra l'Orion de tête en train de tourner. Les coordonnées furent transmises. Un drone Scythe se détacha, grimpa lentement et se glissa dans la zone aveugle de l'Orion par l'arrière. À 4h40, il frappa. L'explosion brisa l'Orion en plein vol. Les débris enflammés tombèrent dans la mer Noire. Les 2 autres Orions hésitèrent. Leur flux clignotait plus d'images, plus de télémétrie. L'attaque avançait. Seuls 2 drones Scythe et un Murafi restaient. Ils franchirent l'anneau extérieur. Le canon AK-630 du vaisseau amiral s'activa. Le canon de pont rugit. Une rivière d'obus de 30 mm déchira le ciel. Un drone Scythe fut touché en plein virage et déchiqueté. Des fibres de carbone et des fils se dispersèrent comme des paillettes. Il restait 2 attaquants. Le dernier Scythe effectua une trajectoire en serpentin serré. Chaque virage forçait le canon à recalculer sa visée. En même temps, le Murafi 55 lança un autre nuage de paillettes. Des fibres d'aluminium fleurirent sur les radars ennemis. Les cibles fantômes se multiplièrent. L'AK-630 tira sauvagement, mais le navire tanguait à 5 degrés dans des vagues de 6 pieds et ne pouvait stabiliser sa tourelle. Après 19 secondes de tir continu, le canon s'épuisa.
Le dernier obus quitta le canon. Le système CAWS s'arrêta. Le radar perdit le verrouillage. A4 réacteur 40 hydro. Le Bayraktar TB2 marqua au laser 2 points. Le dépôt de carburant sous la jetée et la rangée de tubes de missiles verticaux sur le pont. Le dernier site reçut les coordonnées finales et plongea. L'ogive toucha juste sous la jetée. Le jet de cuivre de la charge explosive traversa une plaque d'acier d'1 pouce et déchira un réservoir de carburant. La pression monta en flèche, les flammes jaillirent. La première boule de feu s'éleva à 31 pieds. Des ondes de choc traversèrent le port. Les vitres se brisèrent dans un rayon de 300 yards. Les moniteurs régionaux enregistrèrent un tremblement de magnitude 3,4. L'explosion n'était que le début. Le carburant en feu coula vers le pont des missiles. La chaleur déforma l'assemblage de lancement. Les systèmes de guidage des 8 missiles Pukakong 3 tombèrent en panne. La frégate flottait encore, mais ses armes étaient inutilisables. La fumée noircit le flanc du port. Le ciel au-dessus du port devint orange. La forteresse essa d'être une forteresse. Les chiffres racontent le reste. En 15 minutes, l'Ukraine a démantelé une place forte d'1 milliard de dollars avec moins de 2 millions de dollars d'équipement. Aucun satellite n'a été touché. Aucun chasseur n'a décollé. Le travail a été accompli avec des drones en contreplaqué des logiciels intelligents et une planification rigoureuse. À 4h45, les flammes brûlaient encore à Novorossiysk. Une fumée noire s'élevait au-dessus de la baie comme un avertissement. La frégate nord-coréenne n'était pas coulée, mais elle était paralysée. Les subs de missiles calcinaient les systèmes de lancement fondus. Ce qui menaçait des villes et des civils reposait désormais comme un poids mort près de la jetée. Dans le bunker ukrainien, il n'y avait pas d'acclamation, seulement le silence. Les opérateurs fixaient leurs écrans observant une jetée en feu de l'acier calciné et du carburant se répandant sur l'eau. Ils savaient ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une victoire tactique, c'était un message. Des drones bon marché et des tactiques astucieuses peuvent vaincre du matériel coûteux. Mais une autre vérité se cache derrière la fumée. La guerre a toujours un prix pas seulement en argent ou en métal, elle vole du temps aux familles. Elle place des sirènes au-dessus des villes. Elle force les enfants à apprendre les mathématiques sous le bruit des alertes de missiles de croisière. Cette frappe était brillante. Elle ne devrait pas devenir routinière. Elle ne devrait pas être amplifiée. Elle devrait être un tournant et un appel aux négociations. Elle devrait être le moment où la communauté internationale intervient avant que d'autres ports ne brûlent. Si vous êtes pour la paix, écrivez « paix ». Montrez que la force ne se mesure pas à qui détruit le plus, mais à qui ose arrêter le cycle. Si cette analyse vous a aidé, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse approfondie du champ de bataille. À la prochaine mission. À la prochaine mission.